Chapitre 1. Une convocation déroutante. Je soutiens depuis longtemps que le public, dans son image de mon ami Sherlock Holmes, a été amené à croire que son existence était une suite ininterrompue d'événements dramatiques et singuliers. La presse populaire, où mes humbles efforts ont parfois trouvé preneur, dépeint un homme en perpétuel mouvement, courant d'une scène de crime macabre à l'autre, son revolver et sa loupe toujours prêts. La vérité, comme c'est souvent le cas, est bien plus prosaïque. Il y eut de longues périodes, des semaines, et parfois des mois, où la communauté criminelle londonienne, peut-être intimidée par la formidable réputation de mon ami, ne proposa aucune énigme digne de son intelligence singulière. C'est durant une telle période d'oisiveté forcée, à la fin de l'automne 18, que je me retrouvai à nouveau à résider quotidiennement dans nos anciens quartiers de Baker Street, et à être témoin du terrible ennui qui pouvait s'emparer de son principal occupant. Le temps extérieur était typiquement londonien. Un épais brouillard jaune tourbillonnait contre les vitres et s'infiltrait sous la porte, apportant avec lui le goût sulfureux du fleuve et les 1000 feux de charbon de la métropole. À l'intérieur, notre salon était un havre de chaleur et de lumière, le feu crépitant joyeusement dans la cheminée, sa lueur dansant sur le désordre familier des appareils chimiques, des papiers éparpillés et de l'étui à violon négligemment ouvert sur le canapé. Holmes lui-même était l'incarnation même de l'énergie apathique. Il s'était affalé dans son fauteuil préféré, sa robe de chambre de velours couleur souris enroulée autour de sa silhouette frêle, les yeux mi-clos, ses longs doigts nerveux croisés devant lui. De toute la matinée, il n'avait pas prononcé un seul mot, et je m'étais occupé de mes revues médicales, trouvant le silence, sinon agréable, du moins préférable au grincement discordant de son violon, qui avait été son seul divertissement les 2 jours précédents. « Tu t'ennuies, Holmes » observai-je enfin en posant mon journal. Il n'ouvrit pas les yeux. « Des données, Watson. » J'ai besoin de données. Le monde est rempli d'évidences que personne par hasard n'observe jamais. Et pourtant, faute de matières premières criminelles, mes propres facultés rouillent. J'ai compilé une monographie sur les cendres de 140 variétés différentes de tabac à pipe, à cigare et à cigarette. J'ai répertorié les taches de boue trouvées dans un rayon de 5 km autour de Charing Cross. Que reste-t-il ? J'en suis réduit à contempler les vols de mouches au plafond. C'est une journée maussade, ai-je remarqué. Même les criminels restent à l'intérieur. Une piètre excuse, murmura-t-il. Un véritable dévouement à son art devrait être insensible aux intempéries. Cette léthargie est une maladie, Watson. Il s'arrêta brusquement, son attitude passant instantanément de la langueur à l'intense concentration d'un foxhound qui vient de repérer la piste. Il pencha légèrement la tête, les yeux grands ouverts, brillant d'une vive excitation contenue. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, n'entendant rien d'autre que le gémissement du vent dans la cheminée et le tic-tac régulier de l'horloge sur la cheminée. « Une cliente, dit-il, ou plutôt une cliente potentielle. Une femme, récemment veuve, de condition modeste, mais actuellement dans un état de profonde agitation. Elle a parcouru une certaine distance en toute hâte, et sa mission est des plus urgentes et personnelles. » J'avais appris à ne pas m'étonner de ces déclarations soudaines, même si je n'en percevais aucune preuve. « Vraiment, Holmes, dis-je, vous vous surpassez. Je n'ai entendu que le vent. Ce n'est pas ce que vous entendez, mais ce que vous ne remarquez pas qui est intéressant, dit-il avec une pointe de son ancienne impatience. On n'a pas sonné, et pourtant le pas de l'escalier est ferme et rapide, trop léger pour un homme, trop déterminé pour un artisan. 3 marches grincent, notre visiteur n'a pas hésité, signe d'une familiarité avec la maison ou d'un esprit si préoccupé que de tels détails domestiques passent inaperçus. Quant à son récent veuvage, remarquez le mouchoir à bordure noire qu'elle serre si fort qu'on en aperçoit un coin du côté de son poing fermé, tandis qu'elle monte. La bombasine de sa robe est de bonne qualité, mais pas neuve, et a été légèrement relâchée aux coutures.
signe d'une femme qui a connu le confort mais qui doit maintenant faire preuve d'économie. Son agitation transparaît dans le pas rapide, presque précipité. Et quant à la distance, la boue sur le bas de sa jupe est cette argile jaune particulière, mêlée à un gravier gris plus fin, que l'on ne trouve que dans les ruelles de Hampstead. Il avait à peine terminé son analyse qu'un coup sec et rapide retentit à la porte. Madame Hudson entra, une carte sur son plateau. « Une Madame Prendergast désire vous voir, Monsieur Holmes. Elle dit que c'est un incident d'une extrême gravité. »« Faites-lui voir, Madame Hudson, faites-la voir !» dit Holmes en bondissant de sa chaise avec empressement et en jetant sa robe de chambre. « La partie, Watson, est décidément commencée. » Un instant plus tard, la dame elle-même fut introduite dans la pièce. Elle était vêtue du plus profond deuil, un voile rejeté en arrière révélant des traits qui avaient dû être beaux autrefois, mais qui étaient maintenant tirés et hagards par un chagrin si récent et si vif qu'il semblait irradier d'elle. Ses yeux étaient rouges et écarquillés par une peur plus profonde que par le chagrin. Elle ne devait pas avoir plus de 35 ans. « Monsieur Sherlock Holmes, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Veuillez vous asseoir près du feu, Madame Prendergast, » dit mon ami avec la courtoisie qu'il réservait à ce genre de cliente. « Voici mon ami et collègue, le docteur Watson, en qui vous pouvez avoir la plus grande confiance. Vous êtes transi de froid. Une gorgée de ce cognac vous fera du bien. Maintenant, calmez-vous et dites-nous ce qui vous a amené à traverser un tel temps pour une mission aussi urgente. » La femme but une gorgée du cognac que je lui offrais, et ses joues pâles se colorèrent un peu. Son regard passa de l'un à l'autre, et il sembla que le simple fait de se retrouver en présence de l'homme dont les talents étaient son dernier espoir lui donnait la force de parler. « Merci, monsieur. Il s'agit de mon frère, monsieur Holmes. Monsieur Alistair Hemsworth, de l'horlogerie Hemsworth & Sons, à Hampstead. La police, l'inspecteur Lestrade, il pense qu'il s'est suicidé. Mais je vous le jure sur mon âme, il n'a rien fait de tel. Alistair a été assassiné. » Les mots jaillirent d'elle dans un torrent désespéré et passionné. Holmes se pencha en avant, les coudes sur les genoux, ses yeux gris et perçants, fixés sur elle avec un intérêt absorbant. « Je vous en prie, commencez par le commencement, » dit-il. « N'omettez rien, aussi insignifiant soit-il. » Elle prit une inspiration tremblante. Mon frère était l'homme le plus méticuleux, le plus ordonné, monsieur Holmes. Toute sa vie était son œuvre. C'était un génie mécanique, un véritable artiste. Il n'avait pas d'ennemis. Ce n'était pas un homme sujet à des accès de mélancolie. Et pourtant, il y a 2 nuits, on l'a retrouvé dans son atelier, seul, la porte verrouillée de l'intérieur. Il avait reçu une balle en plein cœur. Une pièce fermée à clé, murmurai-je, les mots m'échappant avant que je puisse les vérifier. Exactement, Watson, dit Holmes, les yeux brillants. Un problème classique. Veuillez continuer, madame. Comment la découverte a-t-elle été faite? Son apprenti, un jeune homme nommé Riggs, le trouva le lendemain matin. L'atelier est un bâtiment séparé au fond du jardin. Quand mon frère ne montait pas dîner, nous n'y prêtions aucune attention. Il était souvent absorbé par son travail et travaillait tard le soir. Mais comme il ne se présentait pas pour le petit déjeuner, j'envoyai Riggs en bas. La porte était fermée à clé. Il regarda par la fenêtre et vit. Elle hésita, pressant le mouchoir à bordure noire contre ses lèvres. « Prends ton temps, » dis-je doucement. Il a vu mon frère, affalé sur son établi. Riggs a forcé la porte. Alistair était mort. Un pistolet gisait par terre près de sa main droite. L'unique fenêtre était fermée de l'intérieur. Il n'y avait pas d'autre porte. L'inspecteur Lestrade dit que c'est clairement un suicide. Mais je connais mon frère, messieurs. Il ne ferait jamais une chose pareille. Et il y a la montre. Holmes, qui écoutait les yeux fermés, les ouvrit brusquement. La montre? Et la montre. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Lorsqu'il
Lorsqu'ils ont déplacé son corps, ils l'ont trouvé serré dans sa main gauche. Ce n'était pas sa montre, monsieur Holmes. C'était une montre d'homme en or, de conception ancienne et élégante. Et son mécanisme, oh monsieur, c'est la chose la plus épouvantable. La montre était brisée, complètement brisée de l'intérieur, comme si une force terrible avait explosé en elle. Les engrenages étaient étordus, le ressort moteur brisé, le verre soufflé. C'était une ruine. Et mon frère la tenait comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, ou la plus terrible. Une étrange électricité silencieuse sembla envahir la pièce. Sherlock Holmes se leva et se tint devant le feu, dos à nous, les yeux rivés sur les flammes. Un horloger cassé retrouvé serrant une montre cassée. Songea-t-il d'une voix basse et vibrante d'intensité. Et la police ne voit qu'un suicide. Leur manque d'imagination est, comme toujours, leur plus grand atout. Dites-moi, Madame Prendergast, cette montre était-elle à l'heure ? La question était si absurdement banale au milieu du terrible récit de la femme qu'elle ne put que le fixer du regard. Je ne sais pas, monsieur. Je ne l'avais jamais vue avant. Peu importe, dit Holmes en se tournant vers elle, tout entier animé d'une détermination sans faille. Watson, votre manteau et vos bottes. Madame Prendergast, avec votre permission, nous vous raccompagnons à Hampstead sur le champ. Il n'y a pas un instant à perdre. Les preuves vont déjà s'estomper. Alors tu vas prendre l'affaire ? S'écria-t-elle, le visage transfiguré par un espoir douloureux à voir. Madame, dit Sherlock Holmes en saisissant sa cape de voyage, dès l'instant où vous avez parlé du mécanisme brisé, vous avez eu toute mon attention. La question n'est pas celle du suicide, mais celle du comment, et plus intrigant, du pourquoi. Le jeu, je vous l'assure, est bel et bien en marche. Chapitre 2. L'atelier de feu. Monsieur Hemsworth. Le voyage jusqu'à Hampstead fut une sombre aventure, menée dans un véhicule à 4 roues qui rampait à travers le brouillard étouffant. Madame Prendergast, dont l'espoir initial s'était transformé en une anxiété silencieuse et tremblante, était assise en face de nous, le regard fixé sur le monde trouble au-delà de la fenêtre. Sherlock Holmes, en revanche, était un modèle d'énergie vibrante. Son ennui d'antan avait disparu aussi complètement que le soleil derrière le brouillard londonien, remplacé par une concentration féroce et ardente. « Vous devez comprendre, Madame Prendergast, » dit-il, rompant un long silence, « que dans une enquête comme celle-ci, les premières impressions sont souvent les plus importantes. La police officielle a une fâcheuse tendance à nettoyer la scène, à enlever le corps, à ranger les preuves. Nous devons nous efforcer de voir ce qui se passait avant que leurs lourdes bottes ne foulent aux pieds la vérité. Parlez-moi de cet apprenti, Riggs. »« C'est un brave garçon, » répondit-elle d'une voix à peine murmurée. « Calme, appliqué. Il était avec mon frère depuis près de 3 ans. Alistair était satisfait de ses progrès. Et il était dans l'atelier avec ton frère le jour du drame ? Non. Il était parti à 6 heures, comme d'habitude. Mon frère était seul. Et la maisonnée, toi, et qui d'autre ? Il n'y a que moi et notre gouvernante, Madame Goring. Elle est dans la famille depuis 20 ans. Mon mari est décédé il y a 2 ans, et je suis revenu m'occuper de la maison d'Alistair. » Sa voix se brisa au nom de son frère, et elle pressa de nouveau le mouchoir contre ses yeux. Holmes hocha la tête, son regard perçant ne perdant rien de sa détresse, mais la considérant comme une simple information. « Et la montre, madame ? Cette montre cassée, votre frère était-il spécialisé dans ce genre d'antiquité ? Lui a-t-on apporté pour la faire réparer ? Il pouvait travailler sur n'importe quelle pièce d'horlogerie, monsieur Holmes, du simple réveil à la plus complexe des horloges de carrosse. Mais il avait une passion particulière pour les pièces anciennes et raffinées. Il était fort possible que quelqu'un la lui ait confiée, mais son registre ne montre aucune trace d'une telle pièce acceptée ce jour-là. Et pourquoi travaillerait-il dessus après les heures de bureau ? Et pourquoi ? Elle ne put achever cette terrible pensée. Pourquoi mourrait-il pour ça ? Termina Holmes à sa place, à voix basse. Exactement. Le taxi quitta finalement la route principale et s'engagea dans les ruelles sinueuses et bordées d'arbres de Hampstead.
Le brouillard était plus fin ici, s'accrochant aux branches des grands ormes tels des toiles d'araignées fantomatiques. Nous nous arrêtâmes devant une respectable villa à double façade en briques rouges, se dressant en retrait de la route derrière un muret. Une lumière brûlait à une fenêtre du rez-de-chaussée, un phare solitaire dans la pénombre croissante de l'après-midi. Alors que nous descendions, un agent de police, le casque et les épaules couverts de capes perlées d'humidité, sortit de la porte latérale qui menait au jardin. Il reconnut madame Prendergast et toucha son casque. « L'inspecteur Lestrade est toujours à l'intérieur, madame, » dit-il avec un signe de tête sombre en direction de la maison principale. « Nous verrons l'inspecteur en temps voulu, » dit Holmes d'un ton vif. « Notre première mission est de nous rendre sur les lieux. L'atelier, s'il vous plaît, madame Prendergast. » Notre client nous a conduits sur un chemin de gravier qui longeait la maison. Le jardin était long et étroit, bien entretenu, mais mélancolique dans la lumière déclinante. Tout au bout, isolé sous les branches squelettiques d'un grand chêne, se dressait un solide bâtiment en briques coiffé d'un toit en ardoise. Son unique fenêtre était sombre, et un ruban adhésif d'aspect officiel était attaché à la porte, flottant mollement dans l'air humide. « Personne n'est entré à l'intérieur depuis que la police a terminé son examen ?» demanda Holmes. « Non, monsieur. L'inspecteur Lestrade a dit qu'il fallait la garder fermée à clé. » « Excellent. » Holmes sortit une clé de sa poche, sans doute obtenue auprès de l'agent de police à la porte, d'un mot et d'un air d'autorité incontestable, et ouvrit la porte. Il la poussa, et un air froid et immobile, chargé d'un mélange particulier d'odeurs, s'échappa à notre rencontre. L'âcre odeur d'huile et de métal, l'odeur poussiéreuse des copeaux de bois, et sous-jacente, la faible odeur cuivrée du vieux sang. « Si cela vous contrarie, madame, veuillez attendre ici, » dis-je à madame Prendergast, qui était redevenue pâle. Elle hocha la tête en silence, les bras croisés. Holmes et moi franchissions le seuil du sanctuaire d'Alistair Hemsworth. C'était une pièce unique, d'environ 5 mètres carrés, dont chaque centimètre carré témoignait de l'esprit méticuleux de son occupant. Des étagères bordaient les murs, remplies de boîtes de ressorts, d'engrenages et de goupilles soigneusement étiquetées. Des dizaines d'horloges de toute taille et de toute forme étaient déposées sur des bancs ou accrochées au mur, leurs pendules immobiles, leurs cadrans figés à différentes heures. Le silence était profond et troublant, une pièce pleine d'horloges retenant son souffle. Le centre de la pièce était dominé par un grand et lourd établi, dont la surface était marquée et tachée par des années d'utilisation. Dessus, les outils de l'horloger étaient disposés avec un ordre méticuleux, pinces et tournevis dans leurs casiers respectifs, une loupe sur un support, un petit étau délicat. Mais cet ordre était brutalement perturbé. Une tache sombre et affreuse s'était répandue sur le plateau de l'établi et avait coulé sur le plancher. Un morceau de craie au sol délimitait l'endroit où le corps avait été retrouvé, affalé sur son ouvrage. Holmes ferma la porte derrière nous, occultant la lumière grise de l'après-midi et la vue de la femme en deuil. Il gratta une allumette et alluma les 2 becs de gaz qui dépassaient du mur au-dessus du banc. Dans cette soudaine illumination sifflante, la scène prit un aspect encore plus sombre et sinistre. « Maintenant, Watson, » dit-il en se frottant doucement les mains, « voyons ce que Lestrade et ses myrmidons ont négligé, ou plus probablement foulé aux pieds. » Il entreprit une patrouille lente et tortueuse autour de la pièce, son regard allant du sol aux étagères, puis de nouveau aux étagères, la tête si basse que son nez de faucon semblait balayer le sol comme celui d'un chien de chasse. Je savais qu'il valait mieux ne pas l'interrompre et me livrer à un examen général. « La fenêtre est bel et bien fermée de l'intérieur, » observai-je en testant le solide loquet. Et la porte par laquelle nous sommes entrés était la seule. Une pièce verrouillée classique. Holmes. Une phrase qui dénote un manque d'imagination, pas une impossibilité, murmura-t-il depuis un coin où il examinait un tas de copeaux de bois. La porte était verrouillée, la fenêtre était verrouillée.
Par conséquent, la clé doit résider dans l'interprétation de ces faits, ou dans ce que nous avons omis d'observer. Il s'approcha de l'établi et resta longtemps silencieux, immobile, le regard fixé sur l'horrible tâche et le chaos d'outils qui l'entouraient. Il prit la loupe et examina la surface de l'établi centimètre par centimètre. Il étudia l'étau. Il prit un petit outil en forme de brosse sur son support et le regarda en fronçant les sourcils. « Que penses-tu du pistolet, Watson ?» demanda-t-il sans lever les yeux. J'ai regardé le sol près du tracé à la craie, là où les hommes de l'estrade avaient sans doute trouvé l'arme. Un revolver Webley Bulldog assez courant. S'il était dans sa main droite, cela correspondrait à une blessure auto-infligée à la poitrine. Cohérent, oui, acquiesça Holmes, bien que son ton fût dédaigneux. Mais où était la douille? Un revolver de ce type éjecte sa douille au moment du tir. Elle devrait être là, par terre. Pourtant, je n'en vois aucune. J'ai regardé à nouveau. Il avait raison. Le sol autour du banc, bien que pas impeccable, ne présentait aucune trace de petite cartouche métallique. « Peut-être qu'il a roulé, ai-je suggéré. Sous un placard, ou... » Mais Holmes n'écoutait plus. Son attention avait été attirée par quelque chose sur le sol, près du pied de l'établi. Il s'agenouilla et, avec une pince à épiler tirée de sa poche, il ramassa délicatement un minuscule objet. Il le porta jusqu'au bec de gaz, et je vis que c'était un minuscule éclat de verre, pas plus gros qu'un grain de sable. « Une vitre ?» ai-je risqué. « Non, Watson. La courbure est incorrecte. Ceci provient d'un verre de montre. Un cristal très épais et bombé, du genre de ceux qu'on trouve sur les boîtes de montres de chasse. » Ses yeux brillaient de triomphe. La montre brisée que Madame Prendergast a décrite. En voici un fragment. Mais pourquoi est-elle ici, sous le banc, alors qu'elle a dit qu'elle avait été trouvée serrée dans sa main? Il poursuivit ses recherches avec une vigueur redoublée, son esprit semblant enflammé par ce minuscule indice. Il examina minutieusement le trou de la serrure. Il scruta les cendres dans la petite grille. À ma grande surprise, il se mit même à quatre pattes et examina le plancher juste sous l'établi avec sa puissante loupe. « Ha !» L'exclamation était sèche, satisfaite. « Viens ici, Watson. Dis-moi ce que tu vois. » Je m'agenouillai à côté de lui. Il désignait une minuscule tache sombre sur le bois clair. Elle était presque indiscernable du veinage. On dirait une goutte de graisse, peut-être? Ou d'huile? Exactement. Mais pas de l'huile pour machine. Notez la viscosité, la légère décoloration. Il préleva soigneusement un échantillon sur une lame de verre et la cacha dans sa poche. Ce n'est peut-être rien, ou peut-être tout. Il se leva, le visage illuminé par la joie de la chasse. Nous avons une douille manquante. Un fragment de verre de montre éloigné de sa source, une goutte de résidu non identifiable et une pièce hermétiquement close de l'intérieur. Lestrade voit un simple suicide. Je vois une énigme complexe et diabolique. Il se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Madame Prendergast attendait toujours, silhouette silencieuse vêtue de noir dans le jardin embrumé. « Madame, » dit Sherlock Holmes d'une voix rauque dans l'air humide, « il est temps que nous parlions à l'inspecteur Lestrade, et il est impératif que je voie cette montre. » Chapitre 3. Le point de vue officiel et la montre singulière. Madame Prendergast nous ramenait par l'allée du jardin, en direction de la maison, d'un pas lent, empreint d'une terreur palpable. L'agent de police à la grille avait été rejoint par un autre, et tous deux se redressèrent un peu à notre approche, bien que leurs expressions restassent impassibles. Nous fûmes admis dans un salon bien aménagé, où un feu joyeux luttait contre le froid glacial du chagrin qui flottait dans l'air. Assis dans un fauteuil à haut dossier, sirotant une tasse de thé avec un air de bienséance funèbre, se trouvait un homme que je connaissais bien, l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Ses traits anguleux, semblables à ceux d'un furet, exprimaient une sympathie condescendante qui disparut dès que son regard se posa sur mon compagnon. « Monsieur Holmes !» s'exclama-t-il en posant sa tasse avec un tintement sec. « J'aurais pu m'en douter. Madame Prendergast, je vous avais dit que c'était une affaire simple. Tragique, certes, mais simple.
Inutile de faire appel à des amateurs. Ce dernier mot fut prononcé avec une nette nuance de rancœur. Madame a le droit de demander un deuxième avis, inspecteur, dit Holmes d'un ton faussement doux en se réchauffant les mains devant le feu. Et lorsque cet avis est gratuit et offert avec le plus pur souci de rendre justice, qui peut le lui refuser? Lestrade renifla. Justice a déjà été rendue par les faits. La porte était verrouillée, la fenêtre verrouillée. Le pistolet a été retrouvé dans sa main. L'homme travaillait seul. Il s'agit clairement d'un cas d'autodestruction. Le coroner sera... D'accord, j'en suis sûr. Et la montre ? Demanda Holmes en se tournant vers le détective. La montre ? Lestrade parut un instant perplexe. Et alors ? Un homme se suicide. Il serre dans ses mains un bibelot, un souvenir. Ce n'est pas rare. Un objet de valeur sentimentale, sans aucun doute. Une montre brisée de l'intérieur est un souvenir particulier, remarqua Holmes. J'aimerais beaucoup la voir. Lestrade soupira, du soupir de souffrance d'un homme aux prises avec un enfant obstiné et irrationnel. Il fouilla dans la poche intérieure de son manteau et en sortit un petit objet enveloppé dans une peau de chamois souple. Je le rapportai au yard, par mesure de procédure, mais puisque vous insistez... Il le déballa et le tendit dans sa main. Madame Prendergast laissa échapper un petit hoquet et se détourna. Je me penchai pour regarder, et même moi qui avais entendu la description, je n'étais pas préparé à la réalité de la chose. C'était une montre de gentleman, une belle pièce en vieil or, dont le boîtier était magnifiquement gravé d'un motif de rinceau. Mais c'était une ruine. Le cristal avait disparu, non seulement brisé, mais apparemment vaporisé, ne laissant qu'un bord de lunette irrégulier. Le cadran était une toile d'araignée de fissure, l'émail s'écaillant pour révéler le laiton en dessous. Plus horrible encore, tout le mécanisme avait été violemment arraché. Par le trou béant où le couvercle arrière avait été ouvert, je pouvais voir un amas confus de ressorts déchiquetés, d'engrenages tordus et de pignons tordus en forme méconnaissable. On aurait dit qu'une minuscule charge explosive avait explosé en son cœur. « Mon Dieu, murmurai-je, qu'est-ce qui a bien pu faire une chose pareille ?»« C'est précisément la question, Watson, » dit Holmes, les yeux brillants d'une lueur froide et analytique. Il ne prit pas la montre des mains de Lestrade, mais se pencha, le nez à quelques centimètres de la montre dévastée. Il n'y toucha pas. « Puis-je » demanda-t-il. Et sur le hochement de tête réticent de Lestrade, il sortit sa loupe et commença un examen minutieux. Le boîtier extérieur est intact, à l'exception de l'ouverture forcée du dos, murmura-t-il à moitié pour lui-même. La destruction est entièrement interne. Il n'y a aucune trace d'impact externe ni de chaleur. C'est vraiment singulier. Ce n'est qu'une montre cassée, Holmes, dit Lestrade avec impatience. Le pauvre homme l'a probablement cassée dans son agonie. Il l'a serrée trop fort. Une montre de cette qualité, inspecteur, possède un ressort moteur capable d'exercer une pression de plusieurs kilos. Elle ne se brise pas sous la main d'un homme. Il faudrait une force d'une toute autre ampleur. Le regard de Holmes passa de la montre à Lestrade. Vous n'avez trouvé aucune douille sur les lieux. Le visage de l'inspecteur se crispa. Non. Il a probablement été projeté sous une armoire lors de la bagarre. Mes hommes le retrouveront lors d'une fouille plus approfondie. Je suis sûr qu'ils seront très diligents, dit Holmes, et bien que ses paroles fussent aimables, le ton trahissait une profonde incrédulité. Dites-moi, Madame Prendergast, votre frère avait-il des ennemis particuliers? Quelqu'un qui pourrait lui vouloir du mal? La dame, qui écoutait cet échange avec angoisse, secoua la tête. Aucun, monsieur Holmes. C'était un homme doux, entièrement dévoué à son métier. Il ne voyait presque plus de clients. Le jeune Riggs s'occupait de la plupart des affaires de la boutique. Et la montre elle-même, insista Holmes. Vous êtes certain qu'elle n'était pas à lui? Vous ne l'avez jamais vue? Jamais. Sa propre montre était une montre à levier en argent, que la police a retrouvée dans la poche de son gilet. Et ses livres de compte n'en font aucune trace? Je me suis examiné ce matin. Rien depuis 2 semaines, et rien qui corresponde à cette description. Holmes se redressa enfin,
son examen terminé. Il semblait avoir absorbé chaque atome de la montre brisée grâce à son examen minutieux. Merci, inspecteur. Votre témoignage a été très éclairant. Lestrade, sentant le rejet et le détestant profondément, remballa la montre et la fourra dans sa poche. L'enquête est prévue pour vendredi. J'espère que vous n'importunerez pas cette pauvre dame avec des théories sans fondement d'ici là, monsieur Holmes. Elle a assez souffert. Chacun de mes actes vise à soulager la souffrance, Lestrade, en révélant la vérité qui se cache derrière une fiction confortable. Bonne journée. Après un dernier regard frustré, Lestrade prit congé. La salle sembla pousser un soupir de soulagement à son départ. Madame Prendergast se tourna vers mon ami, le regard suppliant. « Vous voyez, monsieur Holmes, vous voyez que cela n'a aucun sens. »« Je vois que c'est tout à fait logique, » répondit Holmes, « mais c'est une idée qui échappe actuellement à l'inspecteur Lestrade. La montre est la clé. Ce n'est pas un souvenir, c'est la cause. Ou plutôt, c'est l'arme. »« Une arme » m'exclamai-je. « Holmes, comment une montre peut-elle être une arme ? C'est ce que nous devons déterminer. Madame Prendergast, pouvons-nous parler à l'apprenti Riggs ? Et à votre gouvernante ? Bien sûr. Ils sont tous les deux là. Je vais les faire venir. » Pendant son absence, Holmes arpenta la pièce avec agitation. « Notez les points, Watson, » dit-il en les comptant sur ses doigts. « Premièrement, la pièce verrouillée. Deuxièmement, la douille manquante. Troisièmement, la montre retrouvée dans la main de la victime, mais avec un fragment de son cristal retrouvé à l'autre bout de la pièce. Quatrièmement, la nature particulière de la destruction de la montre. Cinquièmement, une goutte de résidu non identifiable sous l'établi. Lestrade voit une tragédie simple. Je vois d'une chaîne d'anomalies interconnectées, chacune criant à un meurtre calculé. La porte s'ouvrit et un jeune homme entra, suivi d'une femme plus âgée et corpulente, au visage aimable et inquiet. Le jeune homme, Riggs, avait peut-être 20 ans, une tignasse blonde et des yeux bleus intelligents, rougis par les larmes récentes. Ses mains, remarquai-je, étaient celles, propres et soignées, d'un artisan, même si un ongle était noirci, une blessure fréquente dans son métier. Il se tenait là, nerveux, sa casquette serrée devant lui. « Vous êtes l'apprenti ?» commença Holmes d'un ton plus doux qu'il ne l'avait été avec Lestrade. « Oui, monsieur. »« Thomas Riggs, monsieur. »« Vous avez découvert le corps de votre maître ?»« Oui, monsieur. » La voix du jeune homme était rauque d'émotion. « Racontez-moi exactement ce que vous avez vu et fait. N'omettez aucun détail. » Riggs prit une inspiration profonde. « Je suis descendu à 8h30, comme d'habitude. La porte de l'atelier était verrouillée, ce qui était étrange. Monsieur Hemsworth était toujours le premier à descendre. J'ai appelé, mais il n'y a pas eu de réponse. Je suis allé à la fenêtre, celle qui donne sur l'établi, et j'ai essuyé la condensation. Et je l'ai vu. Il déglutit difficilement. « Affalé, monsieur. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai appuyé l'épaule contre la porte. Il a fallu 3 bonnes poussées avant que la serrure ne cède. J'ai couru vers lui, mais c'était trop tard. Il avait froid. Et puis j'ai vu le pistolet par terre, et j'ai couru à la maison chercher Madame Prendergast et Madame Goring. Et la montre ? Tu l'as vue alors ? Non, monsieur, jusqu'à ce que la police le déplace. Il le tenait dans sa main gauche contre sa poitrine. Holmes tourna son regard perçant vers la gouvernante. « Et vous, Madame Goring, avez-vous entendu quelque chose d'inhabituel il y a 2 nuits ? Un bruit provenant de l'atelier, peut-être ?» La femme secoua la tête, les mains crispées sur son tablier. « Rien du tout, monsieur. » Le vent soufflait à tout rompre, hurlant comme une force folle. On n'aurait pas entendu un coup de canon là-bas. « Et monsieur Hemsworth ?» poursuivit Holmes en se tournant vers Riggs. Avait-il travaillé sur quelque chose d'inhabituel ces derniers temps ? Était-il préoccupé ? Inquiet ? Riggs fronça les sourcils, pensif. Il avait été plus calme que d'habitude ces dernières semaines, plus pensif, et il avait passé beaucoup de temps à travailler en dehors des heures de travail. Mais il n'était pas du genre à partager ses soucis, monsieur. Un travail privé ? Qu'est-ce que tu veux dire ?
Il avait ses propres projets, monsieur. Des horloges qu'il construisait ou restaurait pour son plaisir. Pas pour les clients. Il les gardait couvertes sur l'étagère du fond. Le jeune homme regarda la vitrine en direction de l'atelier, puis s'écarquilla légèrement. Quoique, maintenant que j'y pense. Oui? La voix de Holmes était sèche. Le tissu qu'il gardait sur son travail privé. Il était enlevé quand je l'ai trouvé. L'espace était vide. Ce sur quoi il travaillait avait disparu. Chapitre 4. L'espace vide et un nom du passé. Le silence qui suivit la déclaration du jeune Riggs fut profond. Même le tic-tac de l'horloge du salon semblait retenir son souffle. Madame Prendergast parut déconcertée, son chagrin momentanément éclipsé par ce nouveau mystère. J'en compris immédiatement le sous-entendu. Il manquait quelque chose d'important à l'atelier. Les yeux de Holmes brûlaient d'un feu froid et intense. Un espace vide, dites-vous. Pouvez-vous décrire ce qu'il y avait là? Sur quoi travaillait-il? Riggs s'agita, mal à l'aise, sous le regard direct de Holmes. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, monsieur. Il était très discret sur ses pièces. Il les couvrait toujours d'une toile verte. Il y avait généralement 2 ou 3 projets là-bas. Mais ces 2 dernières semaines, il n'y en avait qu'un. Une pièce plus grande, à en juger par sa forme sous la toile. Pas une montre, certainement. Une petite horloge, peut-être. Ou un mécanisme complexe. « Et vous ne l'avez jamais vu ?» insista Holmes. « Jamais, monsieur. » Il était très exigeant. « Et ce tissu avait été enlevé et traîné ailleurs quand vous l'avez trouvé ?»« Non, monsieur. C'est bizarre. Le tissu avait disparu aussi. » Holmes se tourna vers Madame Prendergast. « Êtes-vous certain que cette montre cassée ne faisait pas partie de ses projets personnels ?»« Tout à fait, monsieur Holmes. Je connais les pièces qu'il appréciait. Cette montre, dit-elle en frissonnant légèrement, je ne l'avais jamais vue de ma vie. » Mon ami se mit à arpenter le tapis, les mains jointes dans le dos. « Donc, nous avons un mécanisme manquant. Son revêtement s'est volatilisé. Nous avons une montre mystérieuse et brisée, d'origine inconnue, serrée dans la main du mort. Nous avons une pièce fermée à clé et une douille manquante. L'intrigue, Watson, s'épaissit de façon captivante. » Il s'arrêta et s'adressa à la gouvernante. « Madame Goring, y a-t-il eu des visiteurs à la maison dans les jours précédant le drame? Quelqu'un qui aurait pu venir voir M. Hemsworth en particulier ?» La femme fronça les sourcils, concentrée. « C'était très calme, monsieur. Le brouillard force les gens à rester chez eux. » Puis son expression s'éclaircit. « Attendez, il y avait un monsieur, la veille, avant que ça n'arrive, dans l'après-midi. » Holmes était sur la sellette comme un faucon sur un moineau. « Décrivez-le. »« Bien habillé, monsieur. L'air étranger me... disais-je. Le teint mat. Des manières très précises. Il a demandé à voir M. Hemsworth expressément, disant que c'était pour affaire. M. Hemsworth l'a reçu dans son bureau pendant une 20aine de minutes. Avez-vous entendu un nom? Non, monsieur, mais j'ai vu la carte qu'il m'a tendue pour le plateau. Un nom inhabituel. V quelque chose. Vanek? Vanco? Désolé, monsieur, ma mémoire est altérée. Vanek, répéta doucement Holmes, et je vis une lueur de reconnaissance dans ses yeux, aussitôt réprimée. Et ce monsieur semblait agité? En colère? Oh non, monsieur, il était parfaitement poli. Il parlait calmement. Et monsieur Hemsworth, comment était-il après le départ de ce visiteur? Madame Goring jeta un regard inquiet à sa maîtresse. Eh bien, monsieur, il était pensif, préoccupé. Il est descendu directement à l'atelier et n'est pas remonté prendre son thé. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. C'était sa façon de faire. Holmes hocha la tête, l'esprit apparemment ailleurs, occupé à assimiler cette nouvelle information. Il congédia les 2 domestiques après un mot de remerciement, assurant Madame Prendergast de sa discrétion et de sa détermination à faire toute la lumière sur cette affaire. Une fois seul dans le salon, porte close, je ne pus contenir ma curiosité plus longtemps. « Vous connaissez ce nom, Holmes? »« Vanek? »« Je connais ce nom, Watson, » dit-il à voix basse. « Oscar Vanek. C'est un collectionneur.
un fin connaisseur du rare et du raffiné, et il lui est arrivé de s'attarder dans les recoins obscurs où l'amour d'une chose devient une obsession malsaine. Mycroft l'a mentionné à propos de certaines négociations délicates concernant des objets disparus des collections nationales. Un voleur? Ai-je haleté? Un proxénète? Un homme qui obtient ce qui ne s'achète pas ouvertement. Qu'il rende visite à un maître horloger à Hampstead est un fait d'une importance capitale. Vous croyez qu'il est impliqué? Je crois que lorsqu'un homme de la réputation de Van Eyck rend visite à un homme et que, la nuit suivante, cet horloger est retrouvé mort dans une pièce fermée à clé, il faut envisager un lien. Il se dirigea vers la fenêtre et observa le crépuscule qui s'installait. Le mécanisme manquant, Watson, c'est le cœur du problème. Que construisait Hemsworth pour, ou peut-être contre, un homme comme Van Eyck? Et quel rôle joue cette montre brisée? Il se détourna de la fenêtre, l'air sombre. Il faut retourner à l'atelier, tout de suite. Il faut retrouver cette douille manquante. Son absence n'est pas un oubli, c'est un message. C'est un mensonge qui prouve la vérité. Munis d'une lanterne offerte par Madame Prendergast, nous avons repris le chemin du jardin, qui s'assombrissait. L'atelier paraissait encore plus solitaire et menaçant dans la pénombre. Un îlot de tragédie dans la brume. Holmes ralluma les becs de gaz, inondant la pièce d'une lumière blanche et crue. La police a cherché, mais elle cherchait un suicide. Nous cherchons un meurtre. La différence, Watson, c'est une question d'imagination. Il se dirigea directement vers le tracé à la craie sur le sol. Le pistolet a été retrouvé ici, près de la main droite. S'il a tiré, la douille devrait être là. Il désigna une zone à quelques mètres à droite du banc. Les revolvers éjectent vers la droite et légèrement vers l'arrière. Il n'a pas pu aller bien loin. Nous nous sommes mis à quatre pattes, le plancher rugueux froid contre mes paumes. Holmes se déplaçait avec la patience lente et réfléchie d'un chat traquant, son objectif balayant chaque centimètre du sol. Je l'imitais, même si je trouvais l'exercice futile. Les hommes de l'estrade l'auraient trouvé. Nous avons cherché pendant un quart d'heure, sans rien récolter d'autre que de la poussière et quelques copeaux de bois. J'allais suggérer d'abandonner la tâche quand Holmes prit une inspiration douce et profonde. « Ne bouge pas, Watson. » Je me figeai. Il fixait fixement l'endroit où le pied du lourd établi touchait le sol. Il y avait là un étroit espace, une couture sombre. « Le banc a été déplacé, » murmura-t-il. « Ému? Comment le sais-tu? Le motif de poussière, il est légèrement perturbé. Les hommes de l'estrade l'ont sans doute déplacé pour récupérer le corps. Mais regardez. » Il pointa son objectif. La poussière a été grattée en un arc de cercle frais et récent, comme si la jambe avait pivoté et non pas simplement été traînée. Avec une extrême précaution, il inséra la lame de son canif dans la fente. Un léger grincement se fit entendre. Il retira la lame et à son extrémité se trouvait un petit cylindre de laiton émoussé, la douille manquante. Mais il n'avait pas été simplement négligé. Il avait été délibérément dissimulé, poussé ou botté dans cette minuscule crevasse où seule une recherche minutieuse pouvait le retrouver. Holmes ne le remarqua pas immédiatement. Il l'examina in situ avec sa loupe. Son corps s'immobilisa. « Watson, » dit-il d'une voix tendue par l'excitation, « regarde, dis-moi ce que tu vois. » Je pris la lentille et observai le petit objet en laiton. C'était une douille standard de calibre .450, vide, l'amorce enfoncée. Mais à sa surface, quelque chose était clairement visible. Une série de fines rayures parallèles, profondes et délibérées, gâchant le métal lisse. « Des égratignures, dis-je, à force d'être coincé dans l'espace, sans doute. »« Non, » répondit Holmes d'une voix à peine plus douce qu'un souffle. « C'est trop uniforme, trop délibéré. Ce ne sont pas des dégâts, Watson. C'est une marque, c'est une signature. » Il récupéra finalement le minuscule objet, le tenant devant la lampe à gaz comme un joyau inestimable. Son visage rayonnait d'un triomphe féroce. Lestrade croit que cette affaire est triviale. Il a tort.
C'est la première vérité tangible que nous ayons saisie. Le meurtrier était malin, diaboliquement malin. Il a mis en scène un suicide. Il a verrouillé la pièce de l'intérieur. Mais il a commis une erreur. Il ne pouvait pas laisser cela derrière lui, car sa présence aurait soulevé des questions auxquelles un suicide n'aurait pas répondu. Alors il l'a caché. Et en le cachant, en le marquant, il nous a tout révélé. « Il nous a dit quoi, Holmes ?» demandai-je, complètement déconcerté. « Il nous a dit qu'il ne s'agissait pas d'un crime passionnel. C'était une exécution. Et il nous a donné un nom. Pas Vanek. Un autre nom. Un vieux nom. Il m'a regardé et dans ses yeux gris, j'ai vu la froide certitude du chasseur qui a enfin aperçu sa proie. Le jeu, mon cher Watson, n'est plus seulement un jeu. C'est devenu une vendetta. » Chapitre 5. La marque du scorpion. Holmes tenait le minuscule cylindre de laiton entre son pouce et son index, le faisant tourner lentement sous la lueur vacillante du gaz. L'air de l'atelier, déjà chargé des fantômes du pétrole et de la tragédie, semblait désormais chargé d'une tension électrique nouvelle. « Une signature, dites-vous » demandai-je en scrutant la douille. Les rayures étaient bel et bien là, fines et volontaires, mais elles me semblaient aléatoires. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Observez le motif, Watson, dit-il d'une voix basse et concentrée. Ne voyez pas de simples égratignures. Voyez l'intention. 3 lignes courtes, convergentes. Ici, un trait plus long et incurvé les croise. C'est grossier, certes, exécuté à la hâte et sous la pression, mais sa signification est indéniable pour quiconque a sillonné les sombres avenues de la criminalité européenne. Il glissa soigneusement la douille dans une petite enveloppe de son portefeuille et la cacha. C'est la marque du scorpion. Ce nom ne me disait rien. Je l'ai dit. Et pour cela, vous devriez lui en être reconnaissant, répondit Holmes, l'air sombre. C'est un spectre, une rumeur, un nom murmuré dans les services de renseignement de Vienne et de Saint-Pétersbourg. Un assassin indépendant de premier ordre, connu pour l'impossibilité de ses missions. Sa marque de fabrique est la pièce fermée à clé, la mort qui semble être une mésaventure ou une mélancolique autodestruction. Et sa carte de visite. Il tapota la poche où il avait glissé l'enveloppe. C'est cette petite altération sur une munition usagée. J'ai vu une photo d'un autre cas similaire, prise après le suicide d'un diplomate bulgare en 1983. Les autorités locales étaient tout aussi déconcertées que notre ami Lestrade. Les pièces de ce puzzle terrifiant ont commencé à s'assembler dans mon esprit, formant une image d'un professionnalisme effrayant. Alors, Hemsworth a été assassiné par ce scorpion? Mais pourquoi? Pour quelle raison? C'est la question qui se divise désormais en 2 volets distincts, dit Holmes en arpentant l'établi taché de sang. Le pourquoi est sans aucun doute lié au mécanisme manquant et à la visite d'Oscar Vanek. Le comment est un chef-d'œuvre d'ingénierie criminelle qu'il nous faut reconstituer. La montre, Watson. La montre est au cœur des 2. Il s'arrêta et pointa un long doigt vers l'endroit où le contour tracé à la craie marquait le sol. Notre assassin entre dans cette pièce. Nous découvrirons comment plus tard, et confronte Hemsworth. Il exécute sa victime d'un seul coup. Mais il se retrouve alors confronté à un problème. Il doit faire croire à un suicide. Et un suicide nécessite la présence d'une arme. Or, un professionnel ne laisserait jamais sa propre arme derrière lui. Elle est traçable. Il sort donc un 2e pistolet intraçable, le Webley que nous connaissons, et le place près de la main. Mais en tirant avec sa propre arme, il a créé une preuve, la douille. Il ne peut pas la laisser, car le calibre de la balle dans la poitrine d'Hemsworth ne correspondrait pas à celui du Webley qu'il a placé. La douille prouverait la présence d'une 2e arme. Alors il le cache, conclus-je, suivant sa logique, et il le marque dans son étrange vanité. Exactement. Mais il y a plus. Il met en scène la scène. Il prend le temps de placer la montre brisée dans la main d'Hemsworth. Pourquoi? Quel message cela envoie-t-il? Ce n'est pas une simple provocation. C'est une communication précise. C'est la raison du meurtre.
La montre n'est pas une montre, Watson. C'est une déclaration. » Il se dirigea vers la porte et examina une fois de plus la serrure, puis le loquet de la fenêtre, son objectif parcourant chaque millimètre de leur surface. « Notre homme est un fantôme. Il ne laisse aucune empreinte dans la poussière, aucune empreinte digitale sur le laiton. C'est un artisan aussi précis que la pauvre âme qu'il a éliminée. » Une pensée soudaine le frappa. « Le résidu !» La goutte que j'ai trouvée sous le banc. Il sortit la lame de verre de sa poche et la présenta à la lumière. La minuscule goutte de liquide sombre et visqueux sembla absorber la lumière. Les narines de Holmes se dilatèrent. Il approcha la lame de son visage et inspira très doucement. « Aucune odeur de pétrole ou de goudron de houille, » murmura-t-il. « C'est animal, pas minéral. » Il parcourut l'atelier du regard, parcourant les étagères d'huiles et de solvants. Il choisit un petit flacon transparent étiqueté « Huile de lavande aspic », utilisé par les horlogers pour nettoyer les pièces délicates. Le débouchant, il trempa l'extrémité d'un fil de fer fin dans l'huile, puis toucha le résidu sur la coulisse. Nous regardions tous les deux, complètement absorbés. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, la goutte sombre sembla s'adoucir sur ses bords, s'amincissant légèrement. « C'est une substance grasse, » annonça Holmes, « pas une huile pour machine. » Il se redressa, les yeux brillants d'une compréhension soudaine et horrifiée. « Bon sang, quelle audace diabolique !»« Quoi, Holmes ? » ?»« J'ai une théorie, Watson, une théorie si extravagante que je n'oserais pas l'exprimer avant qu'elle ne soit confirmée. Elle concerne la méthode de sortie de cette pièce verrouillée. Venez. Nous avons appris tout ce que nous pouvions pour l'instant. Nous devons suivre l'autre voie. Nous devons découvrir ce qu'Alistair Hemsworth construisait qui valait sa vie. Nous avons pris congé d'une Madame Prendergast, désemparée mais pleine d'espoir, lui promettant de revenir avec des nouvelles. Le brouillard s'était épaissi, et notre retour à Baker Street fut une lente et aveuglante marche à travers un monde réduit au bruit étouffé des sabots et aux faibles lueurs des réverbères. Une fois dans notre salon, la porte fermée contre l'obscurité oppressante, Holmes se dirigea immédiatement vers son meuble d'index, un meuble monstrueux rempli de milliers d'entrées méticuleusement référencées sur tous les sujets sous le soleil. « Vanek », murmura-t-il en ouvrant un tiroir marqué « V ». Il parcourut les dossiers avec une précision rapide. « Ah, tiens, Oscar Vanek, collectionneur d'art et d'objets d'art, soupçonné de trafic d'antiquités volées, association connue, le Cercle Demidov à Saint-Pétersbourg, la Galerie Herzberg à Vienne, adresse, une propriété louée sur Montagu Place, Bloomsbury, un homme au goût luxueux et sans ressources apparentes. » Il referma le dossier. Une araignée au centre d'une toile très délicate. « Et le scorpion ?» demandai-je en me versant 2 verres de cognac pour me protéger du froid. Le visage de Holmes devint plus grave. Il se dirigea vers un autre tiroir verrouillé et en sortit une petite clé de sa chaîne de montre. Les dossiers étaient rares, contenant principalement des coupures de presse énigmatiques et des notes manuscrites. Le scorpion. Nom inconnu. Nationalité inconnue. On pense qu'il a été formé par l'Okhrana, la police secrète du tsar, mais il opère désormais de manière indépendante. Ses honoraires sont astronomiques. Sa réputation est de n'avoir jamais manqué à un contrat. Il leva les yeux vers moi, le regard mortellement sérieux. C'est un mythe incarné, Watson, et il est ici, à Londres. La portée de ses paroles m'a pesé comme un poids. Nous n'enquêtions plus sur un simple meurtre. Nous étions aux prises avec l'un des hommes les plus dangereux d'Europe. Quel est le lien entre un horloger de Hampstead et un assassin international ? Me suis-je demandé à voix haute. Le mécanisme manquant, déclara Holmes d'un ton neutre. C'est le lien. Vanek, le collecteur, le proxénète, rendit visite à Hemsworth. Le lendemain, le scorpion arriva. Vanek est donc le client. Il a engagé l'assassin. Mais pourquoi ? Qu'avait Hemsworth que Vanek désirait si désespérément qu'il tuerait pour l'obtenir ? Ou qu'avait fabriqué Hemsworth que Vanek redoutait ?
Il se mit à arpenter la pièce, son esprit s'emballant. La montre brisée est un message. C'est la signature du client, pas de l'assassin. Le scorpion annonce la mort. Vanek en donne la raison. La montre est une pièce d'horlogerie brisée. On retrouve un horloger brisé la serrant. C'est un jeu de mots, Watson. Un jeu de mots ignoble et jubilatoire. C'est Vanek qui dit « Voilà ce qui arrive à ceux qui me trahissent ». Mais c'est plus que cela. La nature spécifique et violente de la destruction de la montre. Elle imite la violence infligée à l'homme. C'est symbolique. C'est la clé de toute l'affaire. Il s'arrêta de marcher et se tourna vers moi, sa décision prise. Il manque un objet, un mécanisme quelconque, qui a circulé entre Vanek et Hemsworth. Vanek le voulait. Hemsworth, pour des raisons qui lui sont propres, a refusé de le lui donner. Ou peut-être avait-il construit quelque chose pour Vanek, puis s'est rendu compte de son terrible potentiel et a tenté de le garder. Cette rencontre n'était pas une confrontation, c'était une offre finale. Devant le refus d'Hemsworth, Vanek a envoyé son agent d'entretien. « Alors, la route est libre », dis-je en finissant mon cognac. « Nous devons affronter Vanek. »« Non, Watson », dit Holmes, un sourire menaçant aux lèvres. « Une confrontation serait prématurée et ne donnerait rien. Un homme comme Vanek est protégé par sa richesse et sa capacité à nier les faits. Nous devons plutôt nous lancer dans un petit complot. Nous devons cambrioler sa maison. » Je le fixai du regard. « Entrer par effraction ? Holmes, c'est illégal ? Tout à fait, mais nécessaire. Nous devons trouver ce qu'Hemsworth a construit. Le mécanisme est au cœur de tout cela. C'est la raison de tout. Et je parierai mon dernier shilling qu'il est désormais en possession d'Oscar Vanek, caché dans sa maison de Montague Place. » Il jeta un coup d'œil à la fenêtre, où un épais brouillard jaune appuyait sur la vitre. « Le temps, au moins, est de notre côté. Ce soir, Watson, nous irons à la chasse. Non pas à un homme, mais à une machine, et nous verrons quel secret une montre cassée peut vraiment révéler. » Chapitre 6. Une mission enveloppée de brouillard. L'horloge de la cheminée venait de sonner 11 heures, chaque coup de cloche résonnant comme une note sourde et pesante dans le silence étouffant de nos chambres. Le brouillard à nos fenêtres était désormais impénétrable, un vide ocre tourbillonnant qui engloutissait tout son et toute lumière. C'était une nuit propice aux fantômes et aux actes ignobles, et comme mon ami l'avait décidé, aux effractions. Holmes sortit de sa chambre non pas tel le détective languissant de Baker Street, mais tel un personnage taillé pour l'ombre. Il portait des vêtements sombres et ajustés, une casquette de laine noire enfoncée sur le front et une paire de chaussures à semelles de caoutchouc qui ne faisaient aucun bruit sur le parquet. Il tenait à la main une petite mallette en cuir qui, je le savais, contenait des outils d'une utilité des plus singulières et illicites. « Le brouillard est notre allié, Watson, » dit-il d'une voix basse et vive. « Il masquera nos mouvements, et surtout, il maintiendra Vanek à l'intérieur. Un homme de son goût ne s'aventure pas dehors par une nuit comme celle-ci sans un besoin urgent. Et s'il a des domestiques, un majordome, un chien, demandai-je, le cœur battant à tout rompre, mêlé d'inquiétude et d'un frisson familier. J'avais depuis longtemps renoncé à toute tentative de dissuasion pour Holmes une fois sa décision prise. Mon rôle était celui d'un compagnon, d'un chroniqueur et, à l'occasion, d'un protecteur armé. « La maison est louée et non possédée, » répondit Holmes en vérifiant le contenu de sa valise. D'après mes sources, il vit seul, assisté seulement d'un cuisinier et d'un valet de chambre qui ne résident pas sur place. Quant au chien, l'absence d'aboiement lors de ma reconnaissance préliminaire suggère qu'il n'en garde pas. La vigilance, cependant, doit être notre mot d'ordre. Il me tendit un revolver lourd et fiable. J'en vérifiai la charge et le glissai dans la poche de mon pardessus sombre. Son poids froid était un léger réconfort face à la peur nébuleuse que m'inspirait le nom de Scorpion. Nous avons quitté Baker Street tels deux fantômes, nous fondant dans l'obscurité oppressante. Le monde s'était réduit à un rayon de quelques mètres. Les bruits de la ville étaient étouffés par un bourdonnement lointain et lugubre.
Les taxis de Hammersmith surgissaient de l'obscurité tels des voitures fantômes, leurs phares n'étant que de faibles taches jaunes, avant de disparaître tout aussi rapidement. Nous avons croisé peu de piétons, et ceux que nous avons croisés étaient des silhouettes informes, pressées, impatientes de rentrer. Montagu Place, lorsque nous l'avons découvert, était une rangée de hautes et respectables maisons géorgiennes, dont les traits étaient dits flous et adoucis par le brouillard. Le numéro 17, la résidence de Vanek, était sombre, à l'exception d'une seule lumière allumée dans une pièce du rez-de-chaussée, un bureau ou une bibliothèque, supposa Holmes. Nous ne nous approchâmes pas de la porte d'entrée. Holmes me conduisit plutôt dans une étroite allée de service qui longeait la rangée, son sens de l'orientation étant d'une précision étonnante dans la pénombre du brouillard. Un haut mur séparait les petits jardins à l'arrière des maisons de l'allée. Avec une agilité qui démentait sa silhouette élancée, Holmes l'escalada et se laissa tomber de l'autre côté avant que je puisse reprendre mon souffle pour protester. Un instant plus tard, un léger sifflement me guida vers une grille, qu'il déverrouilla de l'intérieur. Le jardin du numéro 17 était un petit bout de terre abandonné, dont les contours se perdaient dans la brume. La maison se dressait au-dessus de nous, noire et silencieuse. La serrure de la porte de l'office est une vulgaire Chubb, murmura Holmes, ses crochets déjà en main. Elle ne devrait pas poser de problème. Un bruit nous glaça tous les deux. Il ne venait pas de la maison, mais de l'allée derrière le mur. Un pas léger et grinçant, puis un autre. La main de Holmes se referma sur mon bras comme un étau, m'attirant dans l'ombre profonde d'un lilas sans feuilles. Nous restâmes immobiles, respirant à peine. Les pas s'arrêtèrent face au portail. Je sentis, plutôt que je ne vis, la main libre de Holmes glisser dans la poche où reposait son revolver. À travers l'épais bois du portail, un léger cliquetis rythmique parvint à mes oreilles. C'était métallique, précis, et totalement incohérent dans le silence brumeux. Il dura une dizaine de secondes, puis cessa. Les pas continuèrent, s'estompant rapidement dans le lointain étouffé. « Mais qu'est-ce que c'était que ça ?» soufflai-je, mon pouls battant à tout rompre. Holmes ne répondit pas immédiatement. Il fixait la grille comme s'il pouvait voir à travers. « Une rencontre », murmura-t-il d'une voix tendue avec une intensité nouvelle. Une rencontre fortuite et glaçante. Qui était-ce ? Notre ami, le Scorpion, si je ne me trompe pas. Je le fixais horrifié. Ici ? Maintenant ? Mais pourquoi ? Pour la même raison que nous, Watson, s'assurer que le travail soit terminé. Régler les derniers détails. Vanek l'a engagé pour éliminer Hemsworth et récupérer le mécanisme. Mais des hommes comme Vanek sont eux-mêmes des éléments manquants pour un assassin professionnel. Le Scorpion ne laissait pas de carte de visite. Il inspectait la maison. Il marquait sa prochaine cible. L'idée de ce tueur spectral, passant à quelques mètres de nous dans le brouillard, me fit frissonner, sans aucun rapport avec le froid humide. Holmes, en revanche, semblait électrisé par la proximité de sa proie. « Cela ne change rien », dit-il en se retournant vers la porte de l'office. « Au contraire, cela confirme l'urgence de notre tâche. Nous devons sécuriser le mécanisme avant que le Scorpion ne revienne garantir le silence définitif de Vanek. » La serrure céda à sa manipulation habile avec un léger clic. Il ouvrit la porte et nous nous glissâmes à l'intérieur, la refermant silencieusement derrière nous. Nous nous retrouvâmes dans un couloir sombre et dallé, empreint d'une odeur d'humidité et de désinfectant. Un mince filet de lumière provenant de la crypte du hall nous guida vers une grande cuisine bien équipée. La maison était d'un silence de mort. Holmes marqua une pause, la tête penchée, à l'affût du moindre signe des occupants. N'entendant rien, il me fit signe de le suivre dans le hall principal. La maison était un temple des goûts douteux de Vanek. Les murs étaient ornés de tableaux sombres et dramatiques, des marines orageuses et des portraits d'hommes à l'air sévère en tenue désuète. Des vitrines présentaient une multitude de sculptures en ivoire, de poignards sertis de pierres précieuses et d'autres curiosités exotiques. C'était la demeure d'un homme qui collectionnait les belles choses,
mais qui ne semblait en tirer aucune chaleur. L'objectif de Holmes était clair, le bureau encore éclairé. Nous montâmes l'escalier, nos semelles en caoutchouc ne faisant aucun bruit sur l'épaisse moquette. La porte du bureau était entr'ouverte, projetant une lueur jaune dans le couloir plongé dans l'obscurité. Holmes jeta un coup d'œil par la fente, puis fit signe que la pièce était vide. Nous nous glissâmes à l'intérieur. C'était une pièce de bois sombre et de cuir épais. Un grand bureau d'associés dominait l'espace, encombré de livres, de papiers et de loupes. Les murs étaient tapissés d'étagères, mais celles-ci étaient entrecoupées d'autres expositions d'objets, des pièces de monnaie anciennes sous verre, une collection de sextants et... Watson, murmura Holmes, la voix aiguë d'excitation. Il désignait le centre du bureau. Là, posé sur une pile de plans et de dessins techniques, se trouvait un appareil de la taille d'un petit melon. C'était un assemblage complexe de laiton et d'acier, une constellation déconcertante d'engrenages, de leviers et de pendules finement équilibrées. On aurait dit le mécanisme interne d'une horloge, mais d'une complexité si complexe et déconcertante que sa fonction était totalement obscure. Il semblait incomplet, des fils en sortaient, et plusieurs composants étaient apparents, comme s'il avait été travaillé activement. Mais ce n'était pas l'appareil lui-même qui retenait mon regard. C'était ce qui se trouvait à côté. Sur un carré de velours noir, comme exposé à l'admiration, se trouvait la toile verte manquante de l'atelier d'Emsworth. À côté, un ensemble d'outils d'horloger, une pince à épiler, un tournevis, que j'ai reconnu comme identique à ceux que nous avions vus sur l'établi de l'homme assassiné. Les yeux de Holmes croisèrent les miens, flamboyants de triomphe. « Le mécanisme manquant, souffla-t-il, est la preuve que Van Eyck l'a manipulé. Mais qu'est-ce que c'est, bon sang ?» Il s'approcha du bureau, son objectif déjà en main, et commença à examiner l'étrange appareil sans le toucher. Je veillais à la porte, mon revolver à la main, l'oreille tendue vers le moindre bruit dans la maison silencieuse. « Ce n'est pas une montre, » murmura Holmes à moitié pour lui-même. « L'engrenage est complètement défectueux. Les rapports sont astronomiques. Et ses composants ?» Il désigna une série de bobines de cuivre enroulées autour d'un noyau qui ressemblait à du fer. « C'est de l'électricité. Un générateur, mais à une échelle aussi minuscule. » Il se pencha, son nez touchant presque le mécanisme. « Il y a des inscriptions, de minuscules marques, pas en anglais, en syriaque et en allemand. » Son corps se figea. « Gleichrichtung, Verstärkung, rectification, amplification. » Il se redressa, le visage pâle à la lumière de la lampe. « Mein Gott !»« Qu'est-ce qu'il y a, Holmes ?» Avant qu'il puisse répondre, une planche de plancher craqua dans le couloir à l'extérieur. Nous n'étions pas seuls. Chapitre 7. Une évasion de justesse et une théorie sinistre. Le bruit était inimitable. Une pression lente et délibérée sur une planche de parquet récalcitrante, juste derrière la porte du bureau. Je resserrai ma prise sur le revolver, la crosse quadrillée me mordant la paume. La réaction de Holmes fut instantanée et silencieuse. Avec une rapidité qui trahissait la tension du moment, il retira la toile verte du bureau, faisant claquer doucement les outils de l'horloger sur le velours, et l'enroula autour de l'étrange mécanisme en laiton. D'un geste fluide, il glissa l'appareil sous son bras et éteignit la lampe du bureau, plongeant la pièce dans une obscurité quasi totale. La lueur du couloir était interrompue par une ombre. Quelqu'un se tenait juste devant la porte. La main de Holmes se referma sur ma manche, m'attirant derrière l'imposant bureau des associés. Nous étions accroupis dans l'obscurité pesante, avec pour seul bruit les battements frénétiques de mon cœur et le tic-tac rythmé d'une horloge de carrosse sur la cheminée. L'odeur du vieux cuir et de la poussière emplissait mes narines. La porte s'ouvrit lentement. Une silhouette se découpait sur le faible éclairage du couloir. Un homme de taille et de corpulence moyenne, dont les traits étaient pourtant invisibles. Il n'entra pas immédiatement, mais se tint sur le seuil, silencieux et vigilant.
Je retins mon souffle, certaine qu'il devait entendre le battement tonitruant de mes oreilles. Il fit un pas dans la pièce, puis un autre. Ses pas étaient doux, prudents. Il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Mon doigt trouva la détente de mon revolver. Je jetai un coup d'œil à Holmes. Dans la faible lumière du couloir, je distinguai son profil, calme et attentif, les yeux fixés sur l'ombre qui approchait. Il secoua légèrement la tête, presque imperceptiblement. Pas encore. L'homme contourna le bureau. Il était maintenant tout près, si près que j'entendais le léger bruissement de ses vêtements. Il marqua une pause, et j'entendis une inspiration douce et aiguë. Il avait vu les outils déplacés sur le velours, l'espace vide où se trouvait le mécanisme. Un juron bas, dans une langue étrangère, l'allemand, me sembla-t-il, siffla dans le silence. Ce n'était pas un domestique, c'était Oscar Van Eyck. Il se retourna vivement, le geste brusque et alarmé, et fit un pas vers la porte, peut-être pour donner l'alerte ou aller chercher une arme. C'était le moment de diversion dont Holmes avait besoin. Alors que Van Eyck avait le dos tourné, Holmes se leva de derrière le bureau tel un spectre. « Vous cherchez cela, monsieur Van Eyck ?» dit-il d'une voix froide et claire dans la pièce sombre. Van Eyck se retourna brusquement, un hoquet s'échappant de ses lèvres. Il chercha quelque chose dans sa poche, mais Holmes fut sur lui en 2 enjambées rapides. Il y eut une brève lutte silencieuse, un bruit de pas, et le cliquetis du chien d'un pistolet qu'on tirait. Je me relevai d'un bond, mon arme pointée. « Je ne le ferai pas, » dis-je, ma voix plus ferme que je ne le pensais. La colère de Van Eyck disparut instantanément. Dans l'obscurité, je distinguai désormais son visage, des traits vifs et intelligents, une barbe de Van Dyck soigneusement taillée, et des yeux qui brillaient d'un mélange de peur et de calcul furieux. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'un accent prononcé, la voix tremblante. « Des voleurs ? Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez pris ? » « Nous sommes tout le contraire, » répondit Holmes, son propre revolver fermement enfoncé dans le flanc de l'homme. « Nous sommes des restaurateurs. Nous restituons un objet volé à son contexte légitime, celui d'une enquête pour meurtre. » Le mot « meurtre » sembla effacer toute trace de couleur sur le visage de Van Eyck. « Je n'ai connaissance d'aucun meurtre, » fulmina-t-il, mais la peur dans ses yeux était indéniable. « Alistair Hemsworth le sait, » dit Holmes d'un ton glacial. « Intimement. Il a été tué pour ça. Il brandit le mécanisme enveloppé de tissu, et vous en avez payé le prix. La question est, pourquoi ? Quel est cet appareil pour qu'il vaille la vie d'un homme ? » Le regard de Van Eyck se posa sur le paquet, et dans ce regard, je lus une possessivité si intense qu'elle confinait à la folie. « Il est à moi, » siffla-t-il, « une commande. Il travaillait pour moi. » Et lorsqu'il a compris la véritable nature de son travail, lorsqu'il a tenté de se rétracter, vous l'avez fait taire, insista Holmes. Vous avez engagé un spécialiste, un homme qui laisse une marque particulière sur une douille. L'évocation de la marque frappa Van Eyck comme un coup de poing. Il recula, son audace s'effondrant. « Le Scorpion !» souffla-t-il, son nom s'élevant à un soupir terrifié. « Vous le connaissez ? » « Nous savons qu'il était devant cette maison il y a moins d'1 heure, » dit Holmes. « Pas pour toucher des honoraires, je le garantis, mais pour s'assurer qu'il n'y ait pas de détails. Ceux qui engagent des scorpions doivent se méfier de leurs piqûres. » La vérité le frappa. Les épaules de Van Eyck s'affaissèrent. Il était pris entre 2 feux, une accusation de meurtre d'un côté et un tueur à gages de l'autre. « Tu dois me le rendre !» supplia-t-il d'une voix désespérée. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Alors éclaire-nous, » dis-je. Mais Holmes était déjà en mouvement. La rencontre avait duré quelques secondes, mais le risque était trop grand. « Notre discussion est terminée, monsieur Van Eyck. Nous allons prendre ceci, et vous réfléchirez à la sagesse de vos choix. N'essayez pas de nous suivre, et je vous conseille vivement de prendre des vacances prolongées et soudaines. Je soupçonne que votre employé vous rendra visite très bientôt, et il ne frappera pas à votre porte. » Holmes poussa l'homme abasourdi vers un lourd fauteuil en cuir et l'y poussa.
En un instant, il utilisa un cordon du store pour attacher les poignets de Vanek aux accoudoirs du fauteuil. Ce ne fut pas une contention durable, mais cela le retarderait. « Viens, Watson. » Nous avons laissé le percepteur se débattre silencieusement dans son bureau sombre et avons pris la fuite par le chemin d'où nous étions venus, traversant la cuisine silencieuse et débouchant dans l'obscurité bénie du jardin enveloppé de brouillard. Nous n'avons cessé de courir qu'à 3 rues de là, adossés à un mur de briques humides, notre souffle s'échappant en volutes irrégulières dans l'air froid. « Mon Dieu, Holmes, haltai-je, il l'a admis. » Il n'a rien admis de juridiquement valable, mais sa réaction a été la seule confirmation dont j'avais besoin, répondit Holmes, la respiration rapide mais contrôlée. Il brandit le mécanisme emballé. Mais ceci est le véritable prix. La clé de tout. Qu'est-ce que c'est? As-tu découvert son utilité? J'ai une théorie, Watson. Une théorie si audacieuse qu'elle semble relever de la science-fiction. Les inscriptions allemandes. Gleichrichtung, Verstärkung. Elles font référence à la rectification et à l'amplification d'un courant électrique. Mais l'échelle, la précision. Il secoua la tête, une expression d'admiration rare se lisant sur son visage. Je crois, mon cher ami, que nous tenons un appareil conçu non pas pour mesurer le temps, mais pour le briser. Briser le temps? Que veux-tu dire? Je veux dire qu'Alistair Hemsworth, maître horloger, ne construisait pas une horloge. Il construisait un détonateur d'une précision et d'une puissance inimaginables. Et Oscar Vanek, collectionneur d'objets rares et raffinés, ne voulait pas d'une montre. Il voulait une arme. Le brouillard semblait se refroidir autour de nous. Les bruits banals de la ville, lointaines, s'estompèrent, ne laissant subsister que le sous-entendu terrifiant des paroles de mon ami. « Une arme ?» répétai-je, abasourdi. « Mais elle est si petite. » Ce n'est pas la taille d'une bombe qui la rend redoutable, Watson. C'est le timing qui compte. Les yeux de Holmes brillaient dans l'obscurité. Imaginez un engin qui pourrait être placé et programmé pour exploser non pas en quelques minutes, mais en quelques jours, des semaines même, avec une certitude absolue. Un assassinat pourrait être orchestré avec l'assassin à des milliers de kilomètres de là. Un navire pourrait être coulé, un pont ferroviaire détruit, sans que personne ne se trouve à proximité. C'est l'instrument parfait de la terreur. La montre brisée serrée dans la main d'Hemsworth prit soudain une signification nouvelle et terrifiante. Ce n'était pas un jeu de mots, c'était une moquerie, un symbole du pouvoir terrible qu'il avait été contraint de créer, un pouvoir capable de briser le temps lui-même. Et le scorpion, murmurai-je. Ce n'était pas qu'un agent d'entretien, conclut Holmes d'une voix sombre. C'était le livreur. Vanek ne l'a pas seulement engagé pour tuer Hemsworth, il l'a engagé pour s'emparer de la montre la plus dangereuse du monde, et nous venons de la lui voler. Chapitre 8. La consultation de Mycroft Holmes. Le retour à Baker Street fut tendu et silencieux. Chaque ombre dans le brouillard semblait receler une menace potentielle, chaque pas derrière nous celui du scorpion implacable. Le mécanisme empaqueté dans les bras de Holmes ressemblait moins à un triomphe qu'à une bombe, son potentiel de destruction latent constituant un poids palpable. Une fois dans l'enceinte familière du 221B, porte verrouillée et rideau tiré, la tension immédiate se dissipa. Holmes déposa l'appareil sur la table en bois blanc, au milieu de l'appareil chimique. La toile verte se détacha, révélant sa beauté complexe et sinistre. À la lumière chaude du gaz, le laiton et le cuivre brillaient, les minuscules inscriptions incompréhensibles semblant renfermer de sombres secrets. « Nous devons agir avec une extrême prudence, Watson, » dit Holmes à voix basse. « Nous avons affaire à des forces que nous ne comprenons pas entièrement. Un seul faux pas pourrait être catastrophique. »« Tu crois que c'est vraiment une bombe ?» demandai-je en observant l'engin avec une appréhension nouvelle. « Je crois qu'il s'agit d'un mécanisme de temporisation d'une sophistication sans précédent, conçu pour en déclencher un, » répondit-il en faisant le tour de la table, son objectif à nouveau en main. « Mais son utilité n'est que la moitié du puzzle. L'autre moitié réside dans le commanditaire.
Vanek est un collectionneur, un intermédiaire. Il n'est pas l'utilisateur final. Il l'a acquise pour un client qui avait un besoin spécifique et urgent que d'une telle arme. Il s'arrêta et me regarda, l'air grave. Pour résoudre ce problème, nous avons besoin de ressources autres que les miennes. Nous devons consulter mon frère. Mycroft ? Demandai-je, surpris. Holmes père était un personnage mystérieux et puissant qui évoluait dans les coulisses sélectes du gouvernement, son immense intelligence étant vouée à la sécurité du royaume. Il était, comme Sherlock le disait souvent, le gouvernement britannique lui-même à l'occasion. Pour Sherlock, l'impliqué signifiait que les enjeux étaient véritablement nationaux, voire internationaux. Personne d'autre ne possède l'étendue des informations requises, déclara Holmes. Si un complot impliquant un tel dispositif se trame, Mycroft en aura entendu parler. Le club Diogène, Watson. Immédiatement. Le Diogenes Club était le club le plus étrange de Londres, un lieu où le silence était sacré et la conversation un péché capital. C'était le seul endroit où l'on pouvait trouver Mycroft Holmes, asocial et omniscient, niché dans la baie vitrée de la chambre des étrangers, telle une grande araignée sédentaire au centre de la toile impériale. Nous n'avons pas emporté l'appareil. Holmes l'a dissimulé dans un coffre-fort verrouillé, lui-même dissimulé derrière un faux panneau dans sa chambre. Une précaution que j'ignorais. Puis nous sommes retournés dans le brouillard, qui, au contraire, s'était épaissi. Le club était une oasis de calme profond. Le vieux gardien fit un signe de tête à Holmes et nous conduisit au salon des étrangers. Là, dans son fauteuil habituel, était assis Mycroft Holmes. Il était encore plus grand et imposant que dans mes souvenirs, son corps corpulent et inerte, mais ses yeux, petits et clairs comme ceux de son frère, étaient d'une acuité pénétrante qui ne laissait rien passer. Il ne s'est pas levé ni n'a salué, il a simplement indiqué les deux chaises en face de lui d'un mouvement de doigt. « Tu ne viendrais pas ici sans raison, Sherlock », dit-il d'une voix grave et rauque qui, d'une manière ou d'une autre, résonnait parfaitement dans le silence de la pièce. Le brouillard est particulièrement désagréable. La cause doit donc être grave. « C'est vrai, mon frère, » répondit Sherlock tout aussi calmement. « Il s'agit d'un homme nommé Oscar Vanek, un assassin connu sous le nom du Scorpion, et d'un appareil fabriqué par un horloger assassiné à Hampstead. » Les yeux de Mycroft se plissèrent presque imperceptiblement. Il croisa ses doigts immenses devant son visage. Vanek, une petite vipère gênante. Nous sommes au courant de ses activités depuis un certain temps. Le Scorpion est un fantôme, mais un fantôme coûteux. Sa présence à Londres est préoccupante. Continuez. Sherlock exposa toute l'affaire avec rapidité et précision. La pièce verrouillée, la montre brisée, le mécanisme manquant, notre rencontre, avec Vanek et sa théorie sur l'utilité de l'appareil. Mycroft écoutait sans la moindre interruption, son corps immense immobile, les yeux rivés sur son frère. Lorsque Sherlock eut terminé, le silence dura 1 minute entière. Le regard de Mycroft sembla se tourner vers l'intérieur, comparant les données à l'immense réserve de connaissances contenue dans son esprit unique. « La montre est la clé, » dit-il enfin d'une voix à peine rauque. « Vous avez eu raison de vous concentrer sur elle, même si votre interprétation manque de profondeur. »« Comment ça ?» demanda Sherlock en se penchant en avant avec attention. « Vous voyez ça comme un message, une provocation. C'est ça. Mais c'est aussi un reçu, une preuve d'accomplissement. » Le regard de Mycroft se posa sur moi. « Docteur, vous avez servi en Afghanistan. Connaissez-vous la pratique de certains membres de tribus qui, après avoir rempli un pacte de sang, brisent l'arme de la victime et en rendent un morceau au client ?» J'ai hoché la tête, une froide compréhension naissante. Un trophée macabre. La garantie que le crime est commis. Précisément. La montre n'est pas un jeu de mots avec horloger. C'est l'arme. Ou plutôt, c'était la première arme. Le Scorpion n'a pas simplement mis en scène la scène. Il a suivi la coutume archaïque de son métier. Il a brisé l'instrument de défi de la victime et l'a laissé en souvenir de Vanek. La montre appartenait à Hemsworth,
Il ne s'accrochait pas à un mystère, il s'accrochait à la raison de son propre meurtre. Il avait refusé d'achever l'appareil. La montre était l'œuvre de sa vie, son chef-d'œuvre, peut-être. Il a défié Vanek avec elle, et pour cela, elle a été détruite sous ses yeux, puis il a été détruit lui-même. La théorie était terrifiante par sa simplicité et son horreur. Elle expliquait la nature spécifique et violente de la destruction de la montre. Il ne s'agissait pas d'une explosion, mais d'un acte délibéré et symbolique de profanation. Alors l'appareil que nous avons récupéré, commença Sherlock. C'est la raison de tout, conclut Mycroft. L'œuvre finale et inachevée de Hemsworth. Vanek ne faisait pas construire une bombe, il faisait fabriquer un mécanisme de temporisation sur commande. La bombe elle-même serait conventionnelle, mais son déclencheur serait une œuvre d'art. Intraçable, imparable et parfaitement synchronisée. Il déplaça légèrement son poids imposant, la chaise émettant un grognement de protestation. Cela concorde avec les renseignements que nous avons recueillis. Il doit y avoir un rassemblement, une réunion de certains, éléments dissidents de tout le continent, des financiers, des anarchistes, des hommes qui se livrent au chaos. Cela doit avoir lieu dans 4 jours, dans une propriété isolée du Norfolk. La sécurité sera maximale. Une attaque directe est impossible. Mais un accident, une explosion de conduite de gaz, par exemple, ce serait très pratique. L'ampleur du complot m'a coupé le souffle. Nous n'enquêtions pas sur un meurtre isolé. Nous étions tombés sur un complot d'assassinat de masse. Le client, dit Sherlock d'un ton pressant. Qui est le client de Vanek ? Les lèvres de Mycroft se pincèrent. Voilà, mon frère, la question. Vanek est un intermédiaire. Le client est une ombre. Mais le scorpion est le lien. Il est le fil qui relie la commission à l'acte. Trouvez-le, et vous trouverez le client. Et vous devez le trouver avant qu'il n'exécute son contrat. Il n'a pas réussi à se procurer le déclencheur. Il aura désormais 2 objectifs. Récupérer l'appareil et réduire Vanek au silence. Et il ne faillira pas une seconde fois. Alors on a un avantage, dit Sherlock, une lueur féroce dans le regard. On a l'appareil. On peut l'attirer. C'est un jeu dangereux, Sherlock, gronda Mycroft. Tu tends un piège au prédateur le plus dangereux d'Europe. C'est le seul coup restant sur l'échiquier, répondit mon ami. Il faut que le scorpion vienne à nous. Et quand il viendra, nous l'attendrons. Mycroft observa son frère un long moment, silencieux. Puis il hocha la tête d'un geste lent, presque imperceptible. Les ressources du gouvernement sont à votre disposition, même si elles doivent être irréfutables. Je vais faire placer un homme sur la maison de Vanek. Il pourrait encore servir d'appât. Mais c'est à vous, Sherlock, de jouer le dernier tour. Ne sous-estimez pas cet homme. Je ne sous-estime jamais un adversaire, Mycroft, dit Sherlock en se levant. Je m'assure simplement d'être mieux préparé. Viens, Watson, nous avons un piège à tendre, et nous avons très peu de temps. Alors que nous quittions le club silencieux et replongions dans le brouillard, les rues familières de Londres nous semblaient étrangères et menaçantes. Nous n'étions plus des chasseurs. Nous étions l'appât d'un piège à scorpion, et nous savions tous deux que la moindre erreur serait fatale. Chapitre 9. L'appât dans le piège. Le lendemain matin, Baker Street était devenu le quartier général d'une campagne des plus désespérées. Le brouillard s'était dissipé, remplacé par une lumière grise et terne qui ne parvenait guère à dissiper l'atmosphère de tension pesante qui régnait dans nos chambres. Madame Hudson, Dieu la bénisse, évoluait avec une anxiété sourde, son agitation habituelle, atténuée par la détermination lugubre qui s'était emparée de ses locataires. Holmes, après avoir dormi 1 heure environ, était un tourbillon d'énergie concentrée. Il envoyait une multitude de messages par l'intermédiaire des gamins des rues qu'il appelait ses irréguliers de Baker Street. Un à l'inspecteur Lestrade, une note soigneusement rédigée qui piquerait sa curiosité sans trop en révéler. Un autre à Madame Prendergast, l'assurant des progrès et l'invitant à continuer à patienter. Et un 3e, plus énigmatique, à une source qu'il refusait de nommer. Son attention principale, cependant, était fixée sur l'appareil lui-même.
Il avait débarrassé la table de chimie et se tenait maintenant au-dessus de l'étrange mécanisme, sa lentille à la main, chaque fibre de son être concentrée sur ses subtilités. Il ne l'avait pas touché, hormis quelques tâtonnements délicats avec ses outils. « C'est une œuvre de génie, Watson, » murmura-t-il sans lever les yeux. « Une monstruosité, mais une œuvre de génie. Hemsworth était un véritable artiste. Ma théorie initiale était correcte, mais l'intuition de Mycroft nous éclaire. Vous voyez ? » Il désigna une série d'engrenages finement calibrés. C'est un mécanisme de chronométrage d'une complexité incroyable. On peut le régler sur des minutes, des heures, voire des jours. Et là, son doigt se porta vers les bobines de cuivre. Voici le cœur du mécanisme. Un actionneur électromagnétique. Une fois la séquence de chronométrage terminée, il enverra une puissante charge électrique à travers ses fils. Il désigna les 2 fils fins et isolés qui partèrent de l'appareil. Suffisamment pour déclencher un détonateur. Suffisamment pour faire exploser une réserve entière de dynamite. « C'est donc une bombe, » dis-je, la réalité s'installant comme une pierre dans mon estomac. « C'est le cerveau d'une bombe, » corrigea Holmes, « l'élément le plus important. Sans lui, tout complot reposant sur un timing précis se transforme en violence crue et risquée. C'est pourquoi le Scorpion doit le posséder. Sa réputation, toute sa raison d'être, repose sur une exécution impeccable et intraçable. Nous n'avons pas seulement volé un dispositif, Watson. Nous avons volé sa certitude. » Il se redressa, un sourire sinistre aux lèvres. « Et c'est ainsi que nous allons tendre notre piège. Nous allons lui redonner sa certitude. Holmes, tu ne peux pas vouloir le lui donner. Pas donner, Watson. Offrir. Nous ferons savoir par des canaux que le Scorpion surveillera sûrement, que l'appareil est ici, que moi, Sherlock Holmes, je l'étudie, essayant d'en percer les secrets. Il ne pourra pas résister. Son orgueil professionnel, son contrat, tout exige qu'il le récupère. Il viendra ici, et nous l'attendrons. L'audace du plan m'a coupé le souffle. C'était comme poser un steak par terre pour attirer un tigre dans son salon. « C'est de la folie, » ai-je protesté. « Nous invitons l'un des hommes les plus dangereux du monde chez nous. »« Exactement, » dit Holmes, les yeux brillants. « Nous choisissons le champ de bataille. Nous connaissons le terrain. Lui, non. Nous aurons tous les avantages. » Il commença à esquisser ses préparatifs. Les fenêtres furent examinées à la recherche de points d'entrée. Les serrures furent vérifiées et renforcées. Il déplaça les meubles pour dégager les lignes de vue et créer des obstacles potentiels pour un intrus. Il dénicha dans un placard une puissante carabine à air comprimé et la chargea de fléchettes à pointe soporifique. Une arme silencieuse et efficace, à courte portée. « Il faut partir du principe qu'il viendra la nuit, » dit Holmes en chargeant mon revolver et en me le tendant. « Et il faut partir du principe qu'il tentera d'entrer silencieusement par la fenêtre. Je veux que vous soyez là, dans ce fauteuil, avec une vue dégagée sur la fenêtre. Les rideaux seront ouverts. Je serai là, dans l'ombre, près de la porte de la chambre. Nous n'allumerons pas de feu. Nos yeux doivent s'habituer à l'obscurité. » La journée s'écoulait dans une étrange animation suspendue. Les bruits ordinaires de Baker Street, les appels des vendeurs de journaux, le fracas des fiacres, semblaient provenir d'un autre monde. Nous étions dans une forteresse se préparant à un siège. J'essayais de lire, mais les mots flottaient devant mes yeux. Holmes, au contraire, semblait se nourrir de cette anticipation, ses sens aiguisés, son esprit aiguisé. À la tombée de la nuit, il mit la dernière pièce de son plan à exécution. Il enveloppa à nouveau le mécanisme dans sa toile verte et le plaça bien en évidence sur la cheminée, silhouette nette sur le mur pâle. C'était le joyau du piège. L'obscurité tomba. Nous prîmes position. Le gaz fut éteint, plongeant la pièce dans une ombre profonde, éclairée seulement par la faible lueur de la ville à travers les fenêtres. Les minutes se transformèrent en heures. L'horloge sur la cheminée tic-taquait avec une lenteur insoutenable. Chaque craquement de la maison qui s'affaissait, chaque bruit lointain de la rue semblait amplifié, annonciateur potentiel de la mort. Mes muscles se raidirent. Mes yeux me faisaient de mal à force de fixer l'obscurité.
Je jetai un coup d'œil vers l'endroit où je savais que Holmes se trouvait, mais je ne vis qu'une ombre plus profonde. Son immobilité absolue témoignait de son incroyable patience et de sa concentration. Et puis, c'est arrivé. Aucun bruit ne provenait de la fenêtre, mais du couloir en contrebas. Un léger grattement, presque imperceptible. Le bruit d'un crochetage habilement appliqué à la porte d'entrée. La main de Holmes toucha mon épaule dans l'obscurité, un signal silencieux. Lui aussi l'avait entendu. Notre intrus ne passait pas par la fenêtre. Il franchissait directement la porte d'entrée, un geste d'une audace époustouflante. Il pénétrait dans la gueule du loup comme s'il en était le maître. Nous avons entendu la porte s'ouvrir avec un clic, un silence, puis des pas doux et assurés dans l'escalier. Ils n'ont pas hésité. Ils se sont dirigés droit vers la porte de notre salon. La poignée tourna avec une lenteur infinie. La porte s'ouvrit, sans bruit. Une silhouette se tenait dans l'embrasure, une silhouette noire se détachant sur le couloir, un peu moins sombre. De taille moyenne, compacte, il se déplaçait avec une grâce fluide et économique qui trahissait un entraînement mortel. Il ne se précipitait pas. Debout sur le seuil, il observait la pièce, tournant lentement la tête pour en saisir chaque détail. Les formes des meubles, la masse sombre du mécanisme sur la cheminée, nous deux attendant dans l'ombre. Il savait que nous étions là. Il s'y attendait. Pendant un long moment, rien ne se passa. Nous étions tous les trois figés dans un tableau silencieux et mortel. Puis, la silhouette fit un pas dans la pièce. Sa voix, lorsqu'il parlait, était calme, basse, avec un léger accent, difficile à cerner. C'était la voix d'un homme parfaitement maître de lui-même. « Monsieur Holmes, » dit le Scorpion, « je suis venu chercher ce qui m'appartient. » Chapitre 10. Une conversation avec un fantôme. La voix dans l'obscurité était comme de l'acier huilé, douce, froide et totalement dépourvue de peur. Elle ne contenait aucune trace de la méchanceté théâtrale des romans bon marché. C'était la voix d'un professionnel accompli, un homme pour qui le meurtre était un métier et la terreur un outil. « Monsieur Holmes, » dit le Scorpion, « je suis venu chercher ce qui m'appartient. » Il fit un autre pas dans la pièce, sa silhouette noire et solide se détachant sur la faible lumière de la porte. Il ne fit aucun geste menaçant, mais son immobilité était plus menaçante que n'importe quelle arme brandie. Holmes ne bougea pas de son poste près de la porte de la chambre. Sa propre voix, lorsqu'il répondit, était tout aussi calme, un contrepoint sec et analytique à la froide assurance de l'assassin. « Vous vous trompez, » dit Holmes. « Cet appareil ne vous a jamais appartenu. C'était l'œuvre d'Alistair Hemsworth, et vous la lui avez volée. Vous êtes un voleur et un meurtrier. » Un son doux et dénué d'humour s'échappa de la silhouette sombre, l'ombre d'un rire. Sémantique. La commande a été passée. Le paiement a été proposé. Il a refusé la livraison. J'étais chargé de garantir le respect des termes du contrat. Le contrat étant sa mort. Une clause nécessaire. Il est devenu un handicap. La sentimentalité est un défaut chez tout artisan. Je gardais mon revolver pointé, le doigt sur la détente, mais je me sentais paralysé. Ce n'était pas une confrontation, c'était une négociation dans l'ombre entre deux maîtres de leur art respectif. « Et Vanek ?» demanda Holmes. « Est-il aussi un handicap ?» Monsieur Vanek n'est plus d'aucune utilité. Il n'était qu'une boîte aux lettres, rien de plus. Il ne connaît pas le nom du client. Il ne connaît que le mien. Et c'est une connaissance qui a une courte durée de vie. La désinvolture avec laquelle il évoquait son prochain meurtre me fit froid dans le dos. Il s'agissait d'un homme totalement déconnecté de la morale, une machine de mort parfaite et amorale. « Le client », insista Holmes, la voix plus aiguë. « Qui est-il » ? « Ce n'est pas à vous de le savoir, » répondit le Scorpion. Il tourna légèrement la tête et je sentis son regard, comme une pression physique, scruter la pièce, calculer les distances, évaluer les menaces. « Ma proposition est simple, monsieur Holmes. Donnez-moi le mécanisme, je m'en vais. Vous ne me reverrez plus jamais. Je n'y gagne rien à vous engager et je prends des risques considérables.
Je privilégie les transactions claires et efficaces. Et le petit problème de l'homme que vous avez tué? La voix de Holmes était glaciale. Transaction terminée. Aucun remboursement possible. L'arrogance de cet homme était stupéfiante. Il nous proposait d'épargner la vie en échange de l'arme. Je crains de devoir décliner l'offre, dit Holmes. Voyez-vous, le mécanisme est une preuve, et vous, monsieur, êtes recherché. Le scorpion soupira, un léger soupir de déception. Dommage. J'espérais éviter tout drame inutile. Il a déménagé. Ce n'était pas le mouvement que j'avais anticipé. Il ne saisit pas une arme. Il ne se précipita pas vers la cheminée. Au lieu de cela, son bras se dirigea vers la table où était disposé l'appareil de chimie de Holmes. D'un mouvement rapide et ample, il fit s'écraser un bécher en verre au sol. Le bruit était terriblement fort dans la pièce silencieuse. Mais ce n'était pas le bruit lui-même qui était l'arme, mais la conséquence. Le bécher se brisa, projetant son contenu sur le sol. Une odeur âcre envahit aussitôt l'air, celle de l'éther. Au même instant, l'autre main du scorpion émergea de son manteau. J'aperçus un bref éclat métallique, puis un petit objet étincelant fila dans l'air vers la tache humide du sol. « À terre !» rugit Holmes. Il ne m'a pas crié dessus, il a crié sur le scorpion. Le monde explosa dans un éclair aveuglant de lumière blanche et un bruit assourdissant. L'explosion n'était pas massive, mais elle était parfaitement localisée. Les vapeurs d'éther enflammées créèrent une boule de feu instantanée qui s'éleva au centre de la pièce, aspirant l'air de nos poumons et nous aveuglant complètement. Je fus renversé sur ma chaise, les oreilles bourdonnantes. Grâce à ma vision immersive, je vis le scorpion, déjà en mouvement, se profilant sur le fond soudain des flammes. Il ne se dirigeait pas vers la cheminée, il plongeait vers la fenêtre. Il n'avait jamais eu l'intention de se battre pour l'appareil. La conversation, l'offre, tout cela n'était qu'une diversion. Son véritable objectif était de s'échapper. L'explosion était un moyen de diversion, une attaque sensorielle pour couvrir sa retraite. Holmes fut plus prompt à se reprendre. Alors que la silhouette de Dussens, l'assassin s'écrasait contre la vitre, les vitres se brisant dans la nuit, Holmes portait déjà sa carabine à air comprimé sur son épaule. Un léger « fut » d'air comprimé retentit. Un cri de douleur et de surprise est venu de l'extérieur de la fenêtre, suivi du bruit d'un corps atterrissant lourdement sur le toit de l'extension du rez-de-chaussée. Holmes fut instantanément près de la fenêtre brisée, moi à ses côtés. En contrebas, une silhouette se relevait péniblement, se tenant la cuisse où la fléchette soporifique d'Holmes avait atteint sa cible. Le scorpion leva les yeux vers nous, son visage pâle, tel un masque de fureur dans l'obscurité. Puis il se retourna et s'élança dans l'obscurité, atterrissant en roulant dans l'arrière-cour du 221B, avant de disparaître dans le dédale d'écuries et de ruelles derrière Baker Street. « Après lui, Watson !» s'écria Holmes, balançant déjà une jambe par-dessus le rebord de la fenêtre. Nous sommes descendus sur le toit, puis au sol, notre descente n'ayant rien d'aussi gracieuse que celle de notre proie. Mon cœur battait fort, mes yeux étaient encore larmoyants à cause du flash. Nous avons couru dans la ruelle, mais elle était déserte. La nuit était silencieuse. Holmes s'agenouilla, examinant le sol humide. Il est touché. Il saigne. Il désigna une goutte sombre sur les pavés. La fléchette le ralentira, mais il est fort. Il n'aura pas fait grand-chose. Nous avons suivi la traînée de sang sporadique, un sentier macabre et sillonné de miettes de pain qui nous menait à travers un dédale de ruelles. La trace évoquait un homme avançant avec détermination malgré sa blessure vers le nord et l'est. Puis, brusquement, la piste s'arrêta. Les gouttes de sang cessèrent à l'entrée d'une rue plus large et mieux éclairée. Une station de fiacre était vide. Le scorpion avait trouvé un moyen de transport. Holmes se tenait sur le trottoir, les mains crispées de frustration. « Il a échappé au filet, Watson. » « Pour l'instant. »« Mais tu l'as blessé, » dis-je, cherchant un point positif. « Il sera affaibli. Peut-être renoncera-t-il à son contrat. »
Holmes secoua la tête, l'air sombre sous la lumière du gaz. Non, les hommes comme lui n'abandonnent pas leur contrat. Ils les honorent. Et j'en fais une affaire personnelle. Il se retourna pour regarder en direction de Baker Street. Il n'est pas venu chercher l'appareil ce soir. Il est venu voir le piège, pour évaluer son adversaire et pour envoyer un message. Quel message? Qu'il n'a pas peur, qu'il peut entrer chez moi et en ressortir. L'explosion n'était pas seulement une couverture, c'était une démonstration de son ingéniosité et de sa cruauté. Une expression d'admiration réticente traversa le visage de Holmes. C'est un artiste, Watson, un artiste sombre. Et maintenant la toile est prête. L'acte final ne sera pas un vol furtif. Ce sera une attaque directe. Et ce sera bientôt. Nous sommes retournés à Baker Street en silence, le poids de la confrontation à venir pesant lourdement sur nous. Le salon était en désordre. La fenêtre avait volé en éclats. L'air était lourd d'une odeur de fumée et d'éther. Le verre et les débris chimiques jonchaient le sol. Holmes se dirigea vers la cheminée. Le paquet de draps verts était toujours là, intact. « Il ne l'a même pas regardé », murmura Holmes. Il savait que c'était un leurre. Ou peut-être savait-il que le véritable enjeu n'est plus l'appareil lui-même. Il se tourna vers moi, le regard hanté. Le véritable enjeu, c'est la victoire. Il ne travaille plus pour un client, Watson. Il travaille pour lui-même. Et cela le rend plus dangereux que jamais.